bonjour à tous et bienvenue dans ce second tour de stock. Salut à tous. Voilà, vous avez été nombreux à commenter et à aimer d'ailleurs cette première vidéo. On vous en remercie et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines, un petit peu plus. Pour nos essais bien sûr et puis nos tours de stock réguliers. On va essayer d'en faire un tous les 6 semaines, 2 mois maximum quand on a un bon turnover et qu'on a des très belles pièces à vous présenter. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Oui. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai que, comme le disait Pierre, c'est le cas. Vous l'avez suivi certainement au 500 ferré contre le cancer. On a voulu marquer un peu l'édition, avoir des produits qui soient très haut de gamme, bien qu'on fasse notre panier moyen, on le répète, c'est environ 250 000 €. Mais on aime ces produits statutaires, iconiques et qui nous font plaisir et qui font plaisir aux autres, ainsi qu'à nos clients. Et donc, c'était le bon moment pour faire un tour de stock parce qu'effectivement, là, ça… Comme on dit, ça envoie du lourd. On va faire un tour de stock à plusieurs millions. Il faudra qu'on compte à la fin quand même. Parce que ouais. Oh non, on va compter. Non, il vaut mieux pas. On va continuer à fermer les yeux comme d'habitude. Voilà. Si notre assureur nous regarde. Alors, commençons par une marque qu'on apprécie particulièrement. Vous le savez, McLaren, c'est vraiment notre ADN. On adore cette marque par le côté ultra incisif de tous leurs produits, par le développement ultra poussé de toutes leurs voitures, des monocoques carbone la techno, à chaque fois, le toucher de route, de l'aéro, même. Alors là, évidemment, on parle du summum quasiment de chez McLaren. Mais Ultimate Series. On vend beaucoup de McLaren 570, des 720 et c'est des voitures qui à chaque fois sont extrêmement intéressantes par rapport au prix. Et finalement, ça aussi c'est le cas. Et ce qui est bien, c'est qu'on retrouve la base du développement de chaque produit chez McLaren. Qu'on parle des Sport Series, des Super Series ou des Ultimate Series, la base commune, c'est quand même une monocoque carbone. Donc on le répète souvent. Mais c'est un énorme gain quand même en termes de poids, de rigidité. Et puis c'est juste la techno la plus avancée dont on peut profiter pour un tarif, comme le disait Pierre, qui est très intéressante. Donc là, on part très loin. Là, Elva, le nom, je l'ai appris il y a peu de temps, mais le nom est en référence avec Elva Cars. C'était une société qui faisait des voitures avec Bruce McLaren au tout début et qui l'aidait à construire ses barquettes. Et donc, je pense que c'est un nom référence. 149 exemplaires, c'est la McLaren la plus légère jamais faite sur l'ère moderne. C'est une voiture qui fait en gros 1150 kg à sec. Tout ça couplé avec un moteur de 815 chevaux, donc l'un des plus gros moteurs de la Senna. De chez McLaren, exactement, le moteur de la Senna qui n'a même pas été amoindri. Exactement. Et là où on voit vraiment l'héritage McLaren, alors beaucoup de gens sont un peu critiques sur le design de cette Elva, mais il faut vraiment… En fait, il faudrait qu'on arrive à supprimer les voitures autour pour isoler. Quand on voit seulement cette auto-là, quand vraiment on se concentre sur le travail aéro, sur les formes, sur les arrondis, en fait, la fonction a dicté la forme et la fonction, c'est d'avoir une auto aérodynamiquement parfaite, fluide. Et honnêtement, ça se voit, tout est moulé d'un même bloc parce que chaque élément de carrosserie vient s'insérer dans l'habitacle. Il n'y a pas une seule pièce. Voilà. C'est très impressionnant. En fait, pour reprendre ce que disait Silver, c'est vrai que cette voiture est sortie en même temps que évidemment la Ferrari SP1, SP2, en même temps que l'Aston Martin Speedster V12 qu'on va vous présenter tout à l'heure. Des Speedsters. Et finalement, c'est la seule à avoir cette architecture avec le moteur central arrière face à 2 V12 moteurs central avant. Résultat, on dirait un peu un ovni quand on les met toutes les trois les unes à côté des autres. Et comme disait Silver, ce qu'il faut, cette voiture, c'est la regarder toute seule. Donc là, désolé, elle est au milieu d'autres voitures, mais ce qu'il faut, c'est la regarder toute seule. Et quand on la regarde toute seule, elle est sublime cette voiture. On dirait que c'est dessiné par le vent. On dirait qu'il n'y a même pas de designer qui s'est amusé à dessiner cette voiture. C'est vraiment les éléments qui ont dessiné cette voiture. C'est très impressionnant. Et effectivement, comme le soulignait Pierre, c'est donc Speedster. Speedster chez McLaren, c'est pas de vitre, pas de pare-brise. Rien du tout. Il n'y a rien. Pur, comme toujours. Et donc, ils ont dû, pour l'homologation et pour des raisons de flux aéro, ils ont développé une technologie qui est juste là, qui est un morceau de carbone qui se déploie, qui s'appelle AAMS. Bref, c'est un peu dégueulasse comme nom, mais la vérité, c'est que quand le vent s'engouffre ici, il vient se retrouver projeté contre ce petit élément qui se déploie. Je suis sûr, Jordan, que tu nous montreras ça sur un très beau montage, et qui vient en fait créer une bulle aéro qui vient protéger les occupants et à l'intérieur, encore une autre exclusivité, ceci n'est pas du cuir, c'est un tissu, je ne sais pas comment il s'appelle, fabrique technique ou un truc comme ça, ils ont un terme commercial, mais pour le coup, c'est un tissu qui résiste à l'eau, qui est hydrophobe. Et alors, le nom de ce système est moche.
Mais le système est moche aussi d'ailleurs. C'est vrai que le système est pas beau. Une beau. fois que c'est levé, c'est assez moche, mais c'est j'insiste là-dessus, sur le fait que McLaren, comme à chaque fois, ils ne cherchent pas à spécialement faire beau. Quand ils ont sorti par exemple la Senna, c'était vraiment très bizarre. La plupart des gens trouvaient ça moche, mais finalement, chaque élément, chaque appendice a son utilité. Là, ce n'est pas compliqué. Ils ont voulu inventer un truc qui permet aux conducteurs et aux passagers de ne pas avoir de vent. Ils ont trouvé ça. C'est pas beau, mais ils le mettent quand même parce que c'est utile et que c'est génial. Et que c'est les seuls à l'avoir fait, en fait. Et finalement, ils ont vraiment raison de s'affranchir de l'avis des gens, Voilà, ils font un truc, c'est techno. Ils vont au bout de leurs idées. Et je vais aller dans ton sens, encore une fois, il n'y a pas d'économie d'échelle chez McLaren. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils sont prêts à développer une pièce, un système, machin, pour une seule série d'une seule voiture. Et puis sur 149 exemplaires, il y a zéro économie. Ils le mettront nulle part ailleurs. Et si on prend encore une fois le parallèle avec la Monza ou le parallèle avec la Speedster, ce sont des autos qu'on affectionne particulièrement, j'insiste, mais ce sont des autos qui n'ont pas… C'est des dérivés. Qui sont des dérivés de voitures existantes. La Elva, c'est une seule voiture. Basta. Alors, on retrouvera effectivement le moteur, on l'a dit, dans notre voiture, mais tout le reste est en structure, spécifique. Elle n'a rien en commun avec une autre voiture de la gamme. C'est ça qui est très impressionnant et McLaren, à chaque fois, ils sont fous là-dessus. On retrouve les nouveaux Komodo maintenant qui ont été installés sur l'Artura. On retrouve, voilà. En fait, ce qui est bien, c'est l'habitacle, les Komodo, le GPS, l'écran, les boutons aussi. Donc, c'est toujours, en fait, c'est très souvent des petites séries ou des protos comme ça qui permettent de développer des voitures de plus grande série. Et moi, ça me fait penser, c'est des laboratoires tests ça me fait penser à la 918, avec le petit sélecteur de vitesse qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les voitures, notamment Taycan juste derrière. Les Taycan qu'on affectionne particulièrement. Voilà, avec belle jante. Donc effectivement, cette Elva, voilà, pour l'avoir rapidement roulé pour un petit souci de lift system, il suffit d'aller rouler pour qu'il se baisse. On se sent, mais encore plus, on va dire puissance 10 par rapport au McLaren classique, interconnecté avec les éléments, avec l'espace. Il n'y a aucun… L'avantage en fait de cette architecture, c'est que vraiment à l'avant, vous êtes sur les roues, quoi. Donc là, du coup, on est vraiment les yeux focus sur le train avant. Et c'est incroyable cette sensation de liberté qu'on a. Et les performances, j'en parle pas parce que la voiture est neuve, donc j'ai pas vraiment accéléré. Et finalement, c'est stratosphérique, c'est 330 km/h. Petit clin d'œil à la sécurité routière. Dans ces voitures-là, tes lunettes, la visibilité est parfaite, il n'y a pas d'angle mort, on voit tout. C'est extrêmement sécure. Ça, c'est clair. On devrait tous rouler là-dedans. Et en perf, par contre, on ne peut pas tous exploiter ça parce que c'est hors norme. Ça marche un peu comme une Bugatti Chiron avec un poids qui est… Voilà, c'est agile, c'est fantastique. Et pour aller dans les détails esthétiques de cette voiture, certains diront peut-être dans les commentaires que c'est un peu triste d'avoir une voiture aussi exceptionnelle de couleur grise. Mais sachez que ça, c'est une peinture MSO et c'est un dégradé. Il y a deux teintes de gris. Le gris à l'avant est pailleté. On pourra accentuer les paillettes. C'est très joli. Et ça part sur un gris qui n'est pas plus pailleté, qui est beaucoup plus foncé à l'arrière. C'est vraiment très joli, c'est astucieux. Et puis, il faut voir les détails, encore une fois, qu'on retrouve un peu sur la 765. Mais ils font des nids d'abeilles creusés dans le métal. Je trouve ça… Avec les échappements qui sont à deux endroits différents. Enfin, tout est original, tout sort de l'ordinaire sur cette voiture. Je pense qu'à rouler, c'est celle qui te casse le plus la figure, honnêtement, des trois. En fait, comme toujours. Voilà, il y a la Monza, et il y a le Speedster, et il y a ça. Et ça, honnêtement, c'est… Comme toujours avec McLaren. C'est hallucinant. Cette voiture est donc à vendre chez nous. Exact. C'est disponible une voiture à 2 millions d'euros. Alors, c'est cher, mais en même temps, à côté d'une SP1 ou d'une SP2 qui vaut plus de 3 millions, finalement, c'est pas cher. Alors qu'en plus, c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup plus incisif, beaucoup plus développé, beaucoup plus techno. Donc, et c'était facturé beaucoup plus cher. Voilà. Ça, c'est une voiture qui a été facturée neuve, un peu plus d'1,7 million TTC. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'écart par rapport au prix neuf, il est quasiment nul parce qu'il y a des options, il y a des choses qui ont été rajoutées. Là, et vous achetez un morceau, c'était sold out direct. Donc voilà. Alors qu'une SP1, SP2 aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2 fois et demi, 3 fois le prix initial. Exactement. Ça valait genre 1,4 je crois et maintenant ça vaut 3. Voilà. Après, c'est Ferrari et puis c'est McLaren. Mais bon, comme d'hab. Malgré tout, nous, on n'aime pas le marketing, on aime les produits, nous. On aime bien guider nos clients justement sur des entre guillemets bonnes affaires. Alors, ce n'est pas bonnes affaires par rapport au marché spécialement, c'est bonnes affaires par rapport au coût de développement de la voiture. Et McLaren, encore une fois, on le dit à nos clients sur des 570 à 160 000 euros, mais on le dit aussi à nos clients sur des voitures à 2 millions. En fait, cette voiture, par rapport au marché, par rapport à ses concurrentes et par rapport au développement,
c'est une bonne affaire. C'est au prix du neuf. Aujourd'hui, c'est assez rare d'avoir des voitures aussi exclusives, encore au prix du neuf. Et donc faire des bonnes affaires chez Moteur Essence. Oui. Une autre, passons sur une autre bonne affaire. Il faut changement de véhicule. Bon alors là, la deuxième bonne affaire. On change totalement. Mais c'est aussi une bonne affaire. Mais alors là, vraiment, c'est vraiment une bonne affaire cette voiture, je trouve. C'est vrai, je t'ai chauffé. Allez, mais vraiment, on change totalement de registre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va vous présenter principalement des voitures extrêmement récentes. Ça va être la seule, Youngtimer de notre vidéo, mais c'est une vraie Youngtimer. En plus d'être finalement un hommage. Bientôt 20 ans. En fait, quand elle est sortie, c'était déjà une Youngtimer parce que c'est un hommage à une ancienne, un truc néo-rétro, tout en étant presque futuriste. Cette Ford GT, donc on n'appelle pas ça une Ford GT40, c'est une Ford GT 2005. Voilà. Ils ont eu un délire en 2005 chez Ford. Ouais, et ils ne l'ont pas appelé GT40 parce que GT40, le nom avait été racheté par une autre société. Et quand l'autre société a su qu'ils allaient refaire une voiture, ils ne sont pas tombés d'accord sur les montants. Donc ils n'ont pas pu l'appeler GT40, ils l'ont appelé GT. Bah, franchement, dommage pour celui qui a voulu jouer avec eux. Parce que, il a perdu une belle opportunité. Parce que finalement, ça n'a rien enlevé à toutes les qualités de cette voiture. Ouais. Et à l'hommage d'ailleurs, moi personnellement, je trouve que c'est un véritable hommage à l'ancienne Ford GT40. Ce que n'est pas la nouvelle Ford GT, celle de 2000, quand elle s'est sortie, 2017, 2018. 2017, je trouve que la nouvelle, c'est un truc un peu futuriste qui ressemble beaucoup à un proto. Déjà, elle est décevante de par sa motorisation, puisque c'est qu'un V6. Ouais. Alors que ça, c'est un V8, un gros V8 à l'américaine, compressé, 550 chevaux, couplé à une boîte méca. C'est vraiment, pour moi, elle a tout de l'hommage. C'est l'hommage parfait. À la vraie Ford GT40. Et même dans les proportions d'ailleurs, puisque effectivement, la voiture a quelques détails près. Alors, elle est plus large, elle est un petit peu plus haute. Donc, 40, c'était rapport à la taille. Elle est un petit peu plus haute, mais pour le coup, les proportions, l'identité visuelle est la même. Et cette voiture, c'est la voiture qui a marqué le plus l'histoire de Ford, puisqu'ils ont gagné au Mans par 4 reprises. Vraiment. Et pour le coup, ils ont sorti ça à peu près aux 100 ans de Ford. D'ailleurs, le concept, je crois, vers 2002, 2003. Et ça pond un truc qui est quand même… Enfin, je sais pas, l'identité visuelle de cette voiture est tellement forte vis-à-vis de l'histoire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que même si c'était facturé à l'époque pas si cher que ça, mais on était dans une économie différente, l'argent n'avait pas le même prix, c'était facturé, je crois, 180 000… Ouais, c'était en dessous de 200, En dessous de 200. Et c'était extrêmement cher pour une Ford, mais finalement pas très cher pour une sportive, assez développée d'ailleurs, parce que comme souvent, quand ils se lancent dans un truc, vu que c'est une marque plutôt généraliste, ils ont bossé. Ils veulent vraiment mettre tout leur honneur finalement dans le développement de la voiture. Et c'était réussi. Notamment. Moi, je me souviens, on était gamin à l'époque, j'avais lu l'essai, je crois que c'était Laurent Chevalier qui était parti en Normandie ou en Bretagne avec la même configuration que cette voiture. Et il était dithyrambique, il disait que c'était un monstre, que c'était une voiture finalement bien développée. Et exploitable. Parce que quand les gens aussi. Et on peut vous en parler, parce que nous, on a eu un héritage. On a eu une sorte de Ford GT40, mais vrai GT40, c'est-à-dire le truc indémarrable, avec les carbus, ça pue, ça fait du bruit, ça manœuvre pas. C'était une continuation. Une continuation, la boîte c'était une galère. Enfin vraiment le truc qu'on ne sort jamais, hormis pour le Mans classique, et encore on prend un camion. Là ça, Pierre, vous en parlera mieux que moi, il allait faire un tour. Moi je l'ai fait il y a longtemps, mais Pierre l'a fait. Quand elle est arrivée, ça me démangeait, je suis allé me balader un samedi après-midi. Et c'est facile quoi, on se sent bien dedans. Et c'est bien développé et effectivement, il y a beaucoup d'héritage de compétition, des innovations. Vif, même le train avant, alors évidemment, c'est pas une McLaren, on est bien d'accord, mais elle ne fait pas du tout son âge, vraiment. Et effectivement, on a souvent des a priori sur des américaines. La lourdeur, peut-être trop de couple, une motricité moyenne. Franchement, pas du tout. Je trouve ça vraiment bien et ils ont fait esthétiquement à l'extérieur un hommage exceptionnel. À l'intérieur, c'est aussi un hommage tout en étant néo-rétro, voire futuriste avec l'utilisation de cet aluminium brossé comme ça. Là, c'est très joli. L'architecture de cette voiture est parfaite avec un moteur central arrière. Voilà, c'est une sonorité qui est une sonorité de dingue, tellement typique des, et alors des américaines. Une ouverture de porte exactement comme l'ancienne, avec cette partie de toit qui part avec la porte. C'est génialissime. Donc voilà, une voiture qu'on a reprise avec les yeux de l'amour. Ça vaut 400. On a fait une très belle reprise parce qu'on aime beaucoup ça. Et, bon. Et c'est vrai qu'il y a eu une toute petite série de cette voiture, 101 européenne. Donc c'est une série limitée de 101 exemplaires qui sont numérotés.
Ce n'est pas le cas de celle-ci. Celle-ci, c'est un import US un peu classique en quelque sorte. Ouais. Mais malgré tout, c'est une voiture totalement collector, peu importe la série. 4000 exemplaires, je crois, au total, 4050, au total, à peu 4080, un truc comme ça, ce qui effectivement en fait pas énormément d'autos et surtout, il y en a très peu qui ont passé les homologations, l'importation, etc. Donc cette voiture, en plus, elle est sous-kilométrée, elle a 8000 miles, un truc comme ça. Exactement. IMA de France. Config de dingue. Enfin, c'est génial, c'est un morceau d'histoire en même temps et pourtant, c'est pas si vieux. Donc, c'est de l'histoire utilisable. Ça, c'est assez rare, franchement. Voilà. Et comme on disait en préambule de cette présentation, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est environ 400 000 € une Ford GT comme ça. Et vraiment, vu la légende que ça représente, vu le fait aussi que la génération d'après n'a plus rien à voir en termes de motorisation, en termes d'aéro, en termes d'hommage, entre guillemets. Et d'ailleurs, la nouvelle génération, elle vaut autour d'1 million. Donc et puis alors la vraie, elle pas vaut, vraiment pourquoi. La vraie, elle vaut. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est un vrai beau collector à un prix intéressant. On a très souvent des clients qui nous disent oui, pour le prix d'une spéciale, pour le prix d'une Pista, qu'est-ce que tu me proposes comme truc un peu invest, légendaire, etc. Mais ça, on l'oublie très souvent. Il y a beaucoup de clients qui ont oublié cette voiture parce que c'est vrai qu'elle avait fait un peu pas mal de bruit quand elle est sortie. Puis après, le soufflet un peu redescendu année après année. Et résultat, quand on parle de cette voiture à nos clients, ils disent ah mais oui, c'est vrai, c'est génial. Donc voilà, en tout cas, nous, on s'est porté acquéreur, on a confiance en ce produit, on l'adore. Évidemment, c'est une légende cette voiture. Et ouais. Voilà, passons à la suite. Allez, on enchaîne avec peut-être le bijou, la pépite. Le Graal. Le Graal absolu. Le Graal de l'automobile, quoi, vraiment. De l'automobile, en tout cas, selon notre conception, c'est-à-dire artisanale, faite maison, avec passion, avec des matériaux et très sportifs. Aussi. Développement, bref. C'est vraiment l'extrême onction de ce que c'est faire l'automobile. Et pour nous, ça rejoint plusieurs univers. L'automobile, mais aussi, quelque part, c'est comme de la joaillerie, c'est comme de l'horlogerie d'exception, un tableau. Enfin, il y a plein de choses dans cette voiture. Pour ceux qui l'ont déjà vue et qui peut-être la reconnaîtront, et avec Pierre, on s'extasiait, on a enfin viré le covering Bape, qui était, il faut faire très attention à la prononciation de la marque. C'est une marque de vêtements japonaise, parce qu'on nous a repris, nous, on n'est pas des fashion. Donc Bape, je ne vais pas faire le vieux, mais ce n'est pas trop notre cam. Néanmoins, c'était le goût du fils du client de cette Pagani Huayra Roadster BC. Et ils ont fait une collaboration avec cette marque sur l'intérieur. Et lorsque cette voiture est allée à Londres pour la Fashion Week, la marque a décidé de rajouter à l'extérieur, pour que ça se voit bien, aussi un covering Bape que le propriétaire nous a autorisé à retirer lorsqu'il est venu nous voir dernièrement pour les 24 heures du Mans. Chose faite et honnêtement, c'est une claque cette voiture. C'est claque visuelle. Toujours aussi impressionnant. On a eu maintenant plusieurs Pagani ici, plusieurs Pagani Huayra et franchement, mais ça c'est vraiment je sais pas, c'est une œuvre d'art. C'est impressionnant. Tous les matins quand on arrive, on regarde par la fenêtre, on voit ça. C'est rien que pour ça, ça vaut le coup de venir au boulot. C'est une telle présence, ça change tellement quand on réalise. Enfin, je sais pas, nous on a vraiment rêvé comme quelque chose de totalement inatteignable, ce genre d'auto. Et aujourd'hui, alors elle n'est pas à vendre, certes, mais elle est là. Et ne serait-ce qu'être là et effectivement avoir la présence d'une telle œuvre majeure dans l'automobile, c'est génialissime. Et pouvoir vous en parler, pouvoir la montrer à nos clients, pouvoir finalement… nous, avec Silver, d'une certaine manière, notre passion de l'automobile est née avec cette marque. C'est une marque jeune. Horacio Pagani, il a sorti la Zonda. Bon, avant la Zonda, il y avait eu 2-3 proto-concepts. Mais il a sorti la Zonda au moment où nous, on avait 10-11 ans. On n'arrêtait pas de lire des articles, on regardait les trucs sur Internet, sur le YouTube naissant. Et finalement, on a rêvé de cette marque. Alors, pas de la Huayra, puisque la Huayra est née ensuite. Mais finalement, notre passion automobile est née en imaginant Pagani comme le Picasso de l'automobile, comme le summum de l'automobile. Puis le mec n'est pas si vieux. Oui. La marque, la trajectoire de ce gars est assez hallucinante. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, il crée quand même des autos qui ont une force alors visuelle, mais monétaire aussi. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui se lancent dans la création d'hypercars et qui soit se cassent la gueule,
soit n'ont pas de valeur derrière de revente ou c'est complexe. Lui, tout de suite, quand même, il a été intelligent et aussi extrêmement ingénieux parce que c'est fabuleux ce qu'il fait. Bon, déjà, on peut rentrer un petit peu dans le détail. La carrosserie, c'est du carbone titane, donc c'est un procédé qui est propre à Pagani. Tout apparent sur celle-ci. Tricolore. Une option extrêmement coûteuse. Tricolore, je crois que l'option, c'est entre 500 et 700 000 euros. Voilà. Il y a les drapeaux italiens qui sont peints. Tout est peint à la main, des petits drapeaux jusqu'ici, un petit liseré qui suit toute la voiture. De toute façon, le moindre détail de cette voiture, de sa configuration, mais même de chaque Pagani, le moindre détail, la moindre vis. La moindre vis est usinée là-bas. Tout est effectivement poussé à son extrême. Et en plus, là, on est dans une voiture extrême en termes de sportivité aussi, parce que les gens considèrent souvent Pagani comme effectivement seulement un tableau ou une œuvre que vous posez dans votre appartement et que vous regardez et que vous ne pouvez pas utiliser. Moi, je me rappelle d'un essai avec un client, et j'espère que peut-être si un jour il tombe sur cette vidéo, il s'en souviendra. On est parti rouler la Wayra parce qu'il était très intéressé, et tous les deux, au bout d'une dizaine de minutes, on était sur le cul, puisque la voiture en fait est facilement exploitable, facilement utilisable. C'est souple, c'est bien suspendu, c'est sain. On a envie de rouler avec cette voiture et elle est très confortable. Alors ça reste une boîte simple embrayage X-Track robotisée, donc assez violente, mais ça génère quand même des sensations parce que là-dessous il y a un V12 biturbo, on en parlait juste avec Pierre avant, qui fait plus de 800 chevaux. Et tout ça pour un poids qui est extrêmement contenu, mais c'est même difficile à croire quand on la regarde en fait. Ouais, parce qu'elle est solide, mais il n'y a que des matériaux. 1250 kg pour une voiture. 1250 kg, effectivement. Elle est longue, elle est large, elle est énorme. Rien que les roues, moi, ça me donne l'impression qu'elles pèsent 100 kg chacune, mais en fait, pas du tout. Ouais. Tout est taillé léger dans un seul bloc. Voilà. L'échappement, on pourrait parler de l'échappement pendant 10 heures, la manière dont c'est usiné, le titane, la manière dont c'est fondu dans la masse. Il y a ce soin du détail pour les cuirs, où est-ce qu'ils les prennent, la manière dont ils les traitent, comment ils les posent, enfin, en fait, tout. Et donc, pour repartir sur le moteur, puisque là, c'est dans une version performance dans laquelle on est en présence, c'est 1000 Nm de coupe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un camion, quoi. C'est monstrueux. Et pour déplacer une masse aussi faible, c'est vrai que c'est stratosphérique. Et donc, on en parlait aussi tout à l'heure, le record de Spa des voitures homologuées est détenu par une BC Roadster. Qui tourne, en tout cas si ça n'a pas été détrôné depuis, en 2 minutes 23, un truc comme ça. Sachant qu'une BC Roadster est 30 ou 35 kg plus lourde qu'une BC coupée, déjà. Ouais, je crois que c'est ça, 50 kg même. Donc une BC coupée gagnerait, alors, je ne sais pas, un petit peu, ce ne serait pas une seconde, mais elle gagnerait un petit peu. J'ai fait quand même impressionnant. Un tour de pâté de maison, et je me rappelle encore je crois que c'est Merwan, qui me dit, quand je rentre dans le bureau, il m'a dit, quand tu as décéléré et que tu as rétrogradé, ça fait trembler tout l'immeuble. Voilà, ça fait trembler tous les murs du bâtiment. Et c'est vrai que c'est d'une violence extrême. C'est tout un. En même temps, c'est beau, en même temps, c'est violent. On est adepte de ce genre de voiture. Si vous regardez nos essais, très souvent, on est beaucoup plus fan d'une boîte robotisée simple embrayage qui met un petit coup derrière la nuque à chaque passage, qui fait vivre un peu la mécanique, que d'une boîte double embrayage où on s'ennuie un petit peu. Et finalement, Horacio Pagani a choisi de conserver ce type de transmission, déjà à mon avis pour une question de poids, ça c'est clair, mais aussi parce que c'est comme ça qu'on vit avec la mécanique, qu'on vit avec la voiture, on ressent tout. Effectivement, c'est des voitures qui coûtent tellement cher qu'il y a très peu de clients qui vont aller s'amuser à faire des track day avec ça, qui vont vouloir faire des chronos. Donc ce qu'il veut lui, c'est que ses clients, à chaque fois qu'ils se servent de leur voiture, ils se fassent plaisir sur des petites routes, sur des accélérations, sur des choses comme ça, qu'ils ressentent absolument tout. En fait, lui, c'est vraiment sa vision de cette passion. Et on est assez fan de cette vision, tout simplement, que ce soit sur une Pagani comme sur certaines autres voitures. Nous, on préfère une Scuderia à une spéciale, par exemple, avec Silver. Parce que dans une Scuderia, on se fait un peu taper derrière le dos à chaque passage de vitesse, c'est plus brutal. Donc voilà, je pense que c'est vraiment comme ça que Horacio Pagani voit aussi le développement de ces voitures. Et puis, ils ont aussi un savoir-faire en termes de soufflerie qui est colossal. Ça se voit de toute manière sur tous les détails aéros de cette voiture. Et encore une fois, je pense que la meilleure manière de parler de cette voiture, c'est toi qui vas la donner, Jordan, puisqu'il va falloir aller dans le détail, filmer à quel point chaque finition, enfin chaque élément
chaque petit magnétino à l'intérieur, chaque petit bouton, tout compte et tout a été pensé avec amour finalement. Et c'est vrai que voilà, ça fait du bien. Et on ne va pas faire qu'en parler des Pagani. Je suis à peu près certain qu'un de ces quatre, on va aussi en vendre une, puisque à force d'en montrer, à force d'en proposer, à force de rendre finalement cet univers accessible à des gens qui n'en avaient peut-être jamais vu, voilà, ça aboutira forcément sur qui n'en ont jamais vu ou qui s'imaginent qu'en fait c'est destiné une élite, à des gens qu'on ne voit jamais. Voilà. Et d'où l'intérêt finalement d'avoir cette voiture qui n'est pas spécialement à vendre, mais au moins, et c'est tout le plaisir que nous fait le client à nous la prêter ici, c'est que finalement il fait, plutôt que de la mettre dans son sous-sol ou dans son salon, enfermée chez lui dans son pays et que personne ne la voit, il en fait profiter aux autres. Et nous, ça nous permet de montrer ça, de montrer les détails à nos clients, faire découvrir la marque et puis finalement éveiller peut-être une envie lointaine, quand on en a bien sûr les moyens, d'acheter une Pagani. Alors pas spécialement une Wayra BC Roadster, mais d'acheter quand même une Pagani. Et comme disait Silver, puisqu'on a parlé un peu d'économie sur les deux précédentes voitures, c'est aussi un investissement, une Pagani. Attends, le mec a acheté une Zonda quand c'est sorti, qui a acheté une Zonda F, qui a acheté une Zonda 5, peu importe le modèle de Zonda, lui déjà il a fait x2, x3. Contrairement à parfois, comme tu le disais, certains artisans qui veulent s'aventurer dans le domaine des hypercars et du coup c'est un peu hasardeux, pas très bien développé, etc. Pagani, il a une totale légitimité auprès de ses très gros clients collectionneurs et résultat, en fait, c'est des voitures qui s'arrachent, qui coûtent plus cher que le neuf à chaque fois. Mais de toute façon, on va parler de valeur précise. Ça, une BC Roadster comme celle-ci, c'était facturé à environ 4 millions d'euros hors taxe. Vous rajoutez 700 000 euros pour tout le carbone tricolore. Vous rajoutez la personnalisation. Des détails à 50 000 à chaque fois, la personnalisation avec la marque pour les cuirs, le truc, les coutures, les petits bouts d'or, enfin bref, tout coûte une blinde, évidemment, c'est sûr, parce que, voilà, encore une fois, on est dans l'élitisme. Mais ça coûtait donc environ, on va dire, 5 millions. Il a dû la configurer à peu près. Aujourd'hui, ça vaut certainement peut-être 8, peut-être même plus. De toute façon, elle n'est pas à vendre. On peut même pas imaginer, en fait. Sachez que ce client, qui est un amoureux de Pagani, a acheté une Zonda, donc le premier modèle en configuration tricolore, parce que c'est son truc. Une Zonda, donc le premier modèle de chez Pagani tricolore, ça lui a coûté un peu plus de 12 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il a acheté une ancienne voiture, la première création d'Horacio Pagani, plus cher que ce qu'il a acheté la nouvelle en série limitée radicale 20 exemplaires. Donc c'est pour vous dire à quel point quand même voilà, la trajectoire de cet homme et de cette marque est stratosphérique. Ça va être dur de passer à la suite, mais on va passer à la suite. Bon, on reste en Italie, dans un tout autre registre. On va chez Ferrari, une marque peut-être un peu plus conventionnelle, en tout cas plus conventionnelle chez nous. Plus connue aussi. Oui, plus connue, oui, c'est sûr. La marque numéro 1 finalement devant toutes les autres, devant Coca, devant McDonald's. Ça, c'est sûr. On parle de Ferrari devant toutes les autres marques. Tout le monde connaît Ferrari. À quel point cette marque a marqué, ça fait beaucoup de répétitions. Mais est-ce que tout le monde connaît cette couleur? Non. Non. Impossible. Et ce modèle déjà, alors c'est une 812 Competition qui vient à la suite des 599 GTO, F12 TDF. Voilà. Donc la version radicale, améliorée, plus performante de la 812 Superfast. Et celle-ci est une 812 Competition Aperta. Donc là, comme ouvert. Voilà, ça se voit beaucoup plus de l'arrière parce que pour ceux qui connaissent la Competition, ils avaient développé un arrière assez spécial pour l'aéro, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, qui là a été totalement enlevé pour pouvoir ranger en fait ce toit qui est là et pouvoir le mettre dans le coffre. Très joli. Donc effectivement, voilà, en termes de design, finalement ils ont remplacé cette malle arrière un peu striée par quelque chose d'assez alambiqué, mais je trouve super joli vraiment. Cette espèce d'arrondi avec le double bossage. Moi, je préfère. Alors évidemment, c'est la plus chère forcément, mais c'est ma préférée. Je préfère largement l'esthétique de l'Aperta à l'arrière que de la Competition coupée. Mais bon, après, c'est un choix. Peut-être plus fine aérodynamiquement. Plus travaillé, peut-être un peu moins tuning, pardon. Voilà. Mais bon, et effectivement, ça a été développé en soufflerie pour compenser la perte de l'avantage du toit spécifique de la coupée. Je trouve effectivement, il y a un truc qui est assez magnifique. Pour revenir sur cette voiture, donc, on va parler un peu des caractéristiques techniques. Ils ont poussé le moteur
à un niveau sérieux. Le V12 Ferrari, là, V12 Atmo 830 chevaux, 9500 tours minute. Ils ont puisé effectivement dans pas mal de matériaux utilisés en compétition, un F1, des bielles en titane, etc. Il y a énormément de choses qui ont été améliorées pour pouvoir offrir un rendement aussi hallucinant. Pour monter autant dans les tours, c'est clair que je ne sais pas comment ils ont fait pour développer un truc pareil, mais heureusement que c'est une marque qui est en compétition et qui a beaucoup d'expérience là-dessus, parce que je pense que tout le monde ne peut pas faire ça. C'est impossible. Clairement incroyable. Ça se retrouve sur la sonorité. Ils ont d'autres améliorations, évidemment, donc toute l'aéro est spécifique. Enzo Ferrari peut être très fier. Exactement, c'est vrai, Pierre. Je serais fier de toi. Je pensais pour lui. Et il y a beaucoup d'innovations aéro aussi, évidemment, sur cette voiture, notamment, vous voyez, ce capot qui est très spécifique et coupé par un élément en carbone, le diffuseur arrière, les sorties d'échappement. Il y a vraiment tout un ensemble de points qui permettent d'appuyer la voiture. Il y a des roues directrices, mais les 4 roues sont directrices et indépendamment. Donc, c'est aussi une nouveauté qui permet en fait de finalement masquer une architecture qui à la base n'est pas ultra sportive. Et masquer le poids. Et le poids, parce que c'est un gros V12 à l'avant, une voiture qui est une GT initialement. Et qui, ça peut paraître finalement étonnant de faire une version radicale d'une GT. Bon, stratosphérique. Après, c'est un truc que Ferrari a toujours fait. Voilà, des V12 moteurs avant sportifs. C'est l'ADN de ce C'est l'ADN Ferrari et poussé à son maximum. Donc, tant mieux pour eux, tant mieux, ils ont raison. Et tant mieux pour les consommateurs et pour les passionnés, parce que c'est vrai que c'est des modèles qui font rêver. Enfin, ça, ce modèle-là, les gens se les arrachent. Ah, mais tout le monde se les arrache. La rareté de cette voiture est bien au-delà du développement et de l'auto en elle-même et de sa déclinaison cabriolet, puisque cette voiture est équipée de ce qu'on appelle une couleur cavalcade. Ouais, exactement. Alors là, ça vaut le coup d'en parler, parce que c'est quand même un truc très spécifique à Ferrari. Effectivement. Alors, Ferrari, ils ont créé les Ferrari Cavalcade, je crois, en 2013. Et leur premier passage, c'était dans la région de la Toscane, qui est évidemment une région sublimissime. Et aux 10 ans des Ferrari Cavalcade, donc en 2023, ils ont proposé à des clients triés sur le volet, parce que donc pour faire les cavalcades, c'est 100 000 euros. Expliquons juste vite fait ce que c'est que les cavalcades. C'est 100 000 euros déjà le rallye, mais il faut être client VIP. C'est un rallye réservé aux 100 plus gros clients Ferrari du monde. Voilà. Donc c'est un rallye organisé sur plusieurs jours. Mais même si vous êtes 100 meilleurs clients du monde chez Ferrari, ça coûte quand même 100 000 euros. C'est-à-dire qu'ils ont quand même déjà claqué un paquet d'argent. Mais bon, ils sont gentiment invités à participer à ce rallye sans être invités. Voilà. Une fois qu'ils ont dépensé leurs 100 000 euros, mais j'adore le concept, une fois qu'ils ont dépensé ces 100 000 euros, à l'intérieur de ce rallye, maintenant, on leur propose des couleurs dont eux seuls ont accès et qui font référence, effectivement, pour le coup, là, aux 10 ans des Ferrari Cavalcade, je crois qu'il y avait plusieurs couleurs qui étaient disponibles. En fait, je compare souvent ça à un jeu vidéo. Tu sais, tu participes à un truc et à la fin du truc, tu débloques des skills. C'est le boss de… Tu débloques des options. Et là, c'est un peu le boss final. Voilà. Là, à la fin de la cavalcade, tu débloques l'opportunité, le droit de faire une couleur personnalisée, réservée aux 100 plus gros clients du monde. Donc, c'est vraiment… c'est l'exclusivité dans l'exclusivité dans l'exclusivité, quoi. C'est incroyable. Et donc, cette couleur qui a des accents, donc en référence à la Toscane, c'est ce qu'il disait, est évolutive. Il y a du orange, il y a du marron, il y a du vert. Mais nous, on adore. Alors après, il y a des gens qui disent c'est pas Ferrari parce que c'est pas rouge, c'est pas jaune. Mais bordel, c'est… Mais ça fait la différence. Ça fait complètement bugger. Moi, la première fois que je l'ai vu, je ne comprenais pas de quelle couleur elle était. Il y a effectivement du doré, du marron, et même sur un petit morceau de la voiture de 20 cm par centimètre, on ne sait pas de quelle couleur elle est. C'est impressionnant, c'est très joli. Alors nous, on n'est pas dans les petits papiers, mais le coût de cette couleur est a priori de 150 000 euros quand on choisit cette teinte spécifique. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, pour déjà avoir accès à une 812 compétition à Aperta, il faut être extrêmement bien placé dans le CRM Ferrari sur lequel vous ajoutez des points dès que vous achetez une voiture. Et malheureusement, dès que vous en vendez une d'ailleurs. Et dès qu'on en vend une. Et malheureusement, il y a énormément de clients Ferrari, énormément. Et il y a très peu de gens qui ont accès à ces séries spéciales, limitées en nombre. Et en plus, ce client-là, qui donc fait partie… Elle n'est pas à vendre, on l'a pas dit. Il n'en est pas resté là. Faut le dire dès le départ. Cette voiture n'est pas à vendre. Ferrari, cette voiture n'est pas à vendre, nous ne la vendrons pas. Et effectivement, le client nous l'a gentiment laissé pour les 500 Ferrari contre le cancer, puisque c'était un événement Ferrari. Et quoi de mieux qu'avoir une auto aussi hors norme que ça. Pour drainer du monde et faire encore une fois découvrir à la fois le produit, à la fois la marque, la couleur, tant qu'elle ait besoin d'être découverte. Et puis la couleur, les options, tout ce dont on vient de vous parler finalement, c'est encore une fois
quelque chose d'étonnant, même pour les gens qui s'y connaissent, même pour les gens qui ont l'habitude des voitures. Et donc, il a poussé le détail encore plus loin, évidemment, puisque ça va jusqu'à l'intérieur, jusqu'au détail de finition, jusqu'à la couleur du cuir, jusqu'au drapeau peint. Au liseré, au drapeau. Mon option préférée. Voilà. Le Cavallino peint ici, c'est magnifique, j'adore. Voilà. Et l'innovation aussi sur cette voiture, c'est que ici, vous avez des éléments qui sont à la fois aéro et intéressants à souligner. Il y a des petits carreaux. Et petites fenêtres qui font 5 cm de haut, qu'on peut monter et baisser. On peut monter et baisser, c'est génial. Qui participent à l'écoulement du flux aéro. Du coup, je pense qu'on entend encore plus le moteur d'ailleurs quand on a baissé la vitre centrale et les deux petites vitres. Même sous la pluie, vous baissez les petites vitres et là, vous avez les échappements qui pétaradent. C'est impressionnant. À un moment, voilà, il faut se libérer de la fiche technique, des contrariétés d'avoir accès ou pas à cette voiture. Mais si on est juste passionné et qu'on considère ça, c'est un V12 Atmo qui prend 9500 tours minute, ouvert dans une version radicale et qui du coup devient dynamique. Franchement, ça doit être un pied stratosphérique. Nous, quand on roulait avec la SA Aperta, qui a des sensations plus old school, avec la boîte simple embrayage et le moteur de la GTO, c'était déjà démentiel. Ça, je pense qu'on passe un step en termes d'efficacité, mais je pense qu'on garde toujours le sel de ce qu'est l'ADN Ferrari du V12 avant. C'est hors norme. Et d'ailleurs, certains peuvent dire, alors les mauvaises langues pourraient dire que ces voitures sont des versions entre guillemets marketing, parce que tout ce qu'on vient de vous décrire déjà, les cavalcades, les prix des couleurs, etc., c'est sûr que Ferrari, ils savent faire, on est bien d'accord, mais quand même, ce n'est pas que ça, c'est vraiment des voitures ultra développées. On a roulé donc en SA Aperta, on a roulé en GTO, on a roulé en TDF. Ça n'a rien à voir avec les versions standards. Une F12 TDF et une F12 normale n'ont rien à voir l'une et l'autre. Leur sérieux est en jeu. Et une 812 normale et une 812 Competition n'ont absolument rien à voir les unes et les autres. Ça, c'est vraiment, pour le coup, on remet l'église au milieu du village. C'est absolument pas que du marketing. C'est vrai que tout ça est entouré d'énormément de marketing de génie et pour le coup, ils sont très forts, ils savent bien faire. Ça, c'est vrai. Et puis malheureusement, dans ce marché, il y a aussi l'appât du gain. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui cherchent à se placer chez Ferrari parce qu'ils savent qu'en achetant une voiture, ils vont pouvoir en tirer le double, voire le triple, une fois qu'il s'agira de la revendre. Donc ça pervertit un peu le marché et ça rend les choses complexes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Ferrari fait la chasse aux gens qui revendent leur voiture et que maintenant, il faut avoir un contrat avec Ferrari comme quoi pendant 2 ans, on ne revend pas son auto, blablabla. Enfin, ça devient vraiment un peu un travail policier de leur part pour suivre les autos et de l'un d'autre aussi quand il s'agit parfois de les vendre, ce qui, je ne le répète, n'est pas le cas. Et c'est un truc qu'on, malheureusement, puisqu'on en parle, c'est un truc qu'on déplore malheureusement. Ça ne fait pas notre affaire, nous, revendeurs d'occasion. Ça ne fait pas du tout notre affaire, on ne gagne pas plus d'argent, on n'a pas plus de facilité à vendre les voitures, au contraire. Et finalement, comme disait Silver, ça gangrène un petit peu le marché parce que… c'est souvent des voitures en sous-marin avec des surcoûts, des intermédiaires, etc. En fait, pour nous, ce n'est pas évident à gérer. Vous le savez, on est passionné de ces voitures. Avant d'être commerçant et avant d'être vendeur, c'est des voitures qu'on affectionne, qu'on a envie d'avoir chez nous. Même quand elles ne sont pas à vendre, on est content de les avoir. Ces 2 voitures sont des œuvres d'art. Elles ne sont pas à vendre. On ne gagnera pas 1 euro à les avoir ici. On en perd même parce qu'on paye les transports pour les amener. Mais malgré tout, elles nous servent finalement à vous les montrer, à faire des vidéos, à les montrer à nos clients et à finalement soulever comme ça une sorte de passion qu'on a ici au travers de tous nos produits. Et ça, pour le coup, c'est l'extrême onction des produits qu'on a ici. Donc, on est très content de les avoir. Et malheureusement, c'est plus en plus rare à cause de ce marché qui se tend. On a dû écrire à Ferrari pour dire qu'on n'allait pas vendre cette voiture, etc. Il y a eu vraiment pas mal d'étapes. Mais ce qui permet aussi aux gens qui nous suivent et qui peut-être tomberont sur cette vidéo, de savoir que nous pouvons, même si ce n'est pas cette voiture ou celle-ci, avoir accès auprès de certains clients à des gammes d'auto ultra exclusives. Donc voilà, ils peuvent nous consulter, on est des acteurs de ce marché. Passons à la suite. Allez, transition parfaite du coup avec le pendant de la 812 Competition chez Aston Martin. C'est vrai. Voilà, parce que même architecture, V12 avant, boîte rejetée à l'arrière et série limitée, radicalisée,
en série effectivement numérotée. Donc voilà la V12 Vantage Roadster, nouveau modèle. V12 nouveau modèle avec le V12 biturbo qui développe 700 chevaux. Ouais. Le dernier V12 d'ailleurs de l'histoire d'Aston Martin. Alors certes V12 biturbo, mais le dernier qui a été développé donc pour la… Fait maison, hein. Ouais, les gens confondent, ils pensent souvent à Mercedes et tout. Oui, à cause des V8 voilà. Vantage tous les V12, partagent, même en turbo, c'est fait chez Aston Martin. Exactement. Donc voiture qu'on affectionne particulièrement, marque qu'on affectionne particulièrement. On a parlé de McLaren tout à l'heure. Finalement, Aston Martin et McLaren, c'est un peu notre ADN. On dit très souvent à nos clients que le garage parfait, c'est une Aston et une McLaren, l'une à côté de l'autre. Alors sans oublier les Ferrari, les Porsche, etc. Évidemment, chaque voiture, son utilité et sa dose de passion. Mais nous, Aston Martin, c'est pour nous une marque qui ne fait pas semblant. C'est la marque GT par excellence. Ouais. Ils ne font pas de supercar. Enfin, maintenant, si. Avec les Valkyrie et Valhalla, qu'on verra peut-être un jour chez nous d'ailleurs. Mais il y a un changement d'identité chez Aston Martin. Il y a un changement d'identité ces derniers temps. Ils vont vers un peu plus de techno, un peu plus de radicalité, on va dire. Et ces dernières V12 en sont les témoins quand même, avec beaucoup d'utilisation de carbone, des voitures qui sont quand même beaucoup plus sportives qu'avant. Elles sont dans un entre-deux, je dirais, entre ce que faisait Aston Martin traditionnellement et ce qu'ils vont faire dans le futur. Et effectivement, là, on a un mélange des deux, entre un look très moderne, très masculin, bien badass. Voilà, badass. Voilà, ça fait assez énervé. Et d'ailleurs, on peut faire une présentation commune, je pense, du coupé qui est juste à côté et de la V12, parce que finalement, hormis le nombre d'exemplaires et le poids, c'est exactement les mêmes machines. Les mêmes bases, les mêmes moteurs. Les différences sont quelque part un peu les configurations. Mais donc, pour résumer, 249 exemplaires numérotés. Ici. Numéroté. Chaque numéro donc, qui est collé à une voiture. Voilà. Et ça, c'est 333 exemplaires pour le coupé. Donc V12, l'a dit Pierre. Beaucoup de couples, énormément de couples aussi sur ces moteurs, ça watt. Et une boîte automatique ZF. Je crois que c'est ZF qui fait ça en 8 rapports, qui est une boîte qui est très souple, rapide, au contraire de ce que les gens pensent d'une boîte auto, qui lui confère du coup ce côté GT, mais qui est aussi vraiment très appréciable en usage quotidien. C'est ça en fait aussi l'ADN Aston Martin, c'est que c'est vraiment des autos qu'on peut utiliser régulièrement dans un confort qui est assez incroyable, qui ont des prétentions sportives, mais on ne va pas les emmener sur piste. Et on sait en fait qu'elles ne sont pas faites pour ça. Quand on se projette sur une Aston Martin, on sait qu'on ne s'attend pas à avoir la direction la plus précise du monde. En tout cas, c'est ce à quoi on s'attendait jusque-là. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est de la super GT. Une élégance, une rareté, une distinction qu'on ne retrouve pas sur les autres marques. Et cette voiture, c'est quand même un passage de témoin qui est incroyable, je trouve, puisque la première V12 Vantage était quelque chose de tout nouveau et de révolutionnaire, puisqu'on prenait le gros moteur dans la petite caisse chez Aston Martin. Et là, sur ces dernières générations, c'est la fin de ce V12 dans une série très limitée et qui est proprement, moi je trouve en tout cas esthétiquement, sublime comme voiture. Finalement, pour faire, et pas cher. Parlons du prix. Pour faire la différence et la jonction entre l'ancienne V12 Vantage, qui était donc vraiment une idée farfelue, la petite caisse avec le plus gros des moteurs, donc une voiture assez rock'n'roll, qui finalement, alors c'est une série limitée sans avoir la prétention de l'être, ils en ont fait environ 1200 à l'époque, donc coupé et cabriolet toutes confondues. Là, ils ont sorti un truc qui reprend l'appellation V12 Vantage, mais qui est une série limitée assumée, parce qu'ils ont décidé de ne pas reproduire la GT12, qu'on vous a présentée d'ailleurs sur cette même chaîne. Donc, en tout cas, il n'y a pas d'idée de GT12 sur cette version-là, donc de version ultra radicale. Donc, ils ont voulu faire un entre-deux, et c'est très réussi d'ailleurs, parce qu'ils ont fait une voiture à la fois badass, à la fois élégante, comme le disait Silver. Et Aston Martin s'est plié un peu au marketing des autres marques, puisque Aston Martin, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas beaucoup d'options. Il y avait quelques options de cuir. L'IFI Bang Olufsen, il y avait quelques options de jantes. Là, sur ces voitures, pour en parler plus en détail, parce qu'on va vous les montrer, c'est des voitures qui sont très très lourdement configurées et optionnées. Il y a des options hors de prix sur ces voitures, le capot carbone, les jantes allégées, les couleurs, les baquets, les ailerons, le carbone intérieur. C'est monumental, mais c'est ce qui en fait. Alors, c'est déjà des voitures série limitée et rares, mais il y en a quelques-unes sur le marché, beaucoup très mal configurées, des gens qui ont configuré ça comme une voiture, comme une Aston de tous les jours en fait. Ouais, sans savoir, sans prendre peut-être aussi conscience du fait que voilà, c'était des témoins de leur époque ces voitures-là. C'est vraiment les Aston
qui effectivement émettent beaucoup de CO2 et qui du coup ne seront plus dans la gamme parce qu'elles en émettaient trop. Et donc on les a fait en série limitée parce que ce V12, voilà, en émission combinée, ça envoie un peu du bois. Et effectivement, du coup, nous qui avons bien saisi ça et qui aimons beaucoup cette marque, on a guidé nos clients sur des configurations complètement hors normes. Exactement. Et du coup, si on doit rentrer dans le détail, Q, vous qui connaissez James Bond, c'est en gros celui qui propose tous les gadgets, qui propose toutes les options à James Bond. Et donc Q chez Aston Martin, c'est le département tailor-made, département Porsche exclusive, où en gros on va choisir des choses qui sont hors catalogue ou alors très chères. Ces voitures donc en sont bardées. Pierre parlait effectivement du capot carbone, des lames avant carbone qui sont équipées, en gros le pack light sur ces voitures. L'aileron également qui est le signe distinctif des V12 Vantage nouveau modèle. Les clients ont choisi à chaque fois les jantes allégées, le carbone vert intérieur. Sachez que le carbone vert intérieur, c'est 27 000 €, juste le carbone vert intérieur. C'est effectivement assez colossal. Les sièges baquets qui sont d'ailleurs des nouveaux sièges inaugurés sur cette voiture chez Aston Martin. Qu'on retrouve sur la DB12 maintenant. Voilà, exactement. Ils sont très beaux tout en étant très confortables et avec des réglages électriques. Donc finalement, c'est le top. Et qui ont du sens sur une version sportive. Parce que la V12, ce n'est pas une DBS, ce n'est pas une DB12. La V12 New Vantage, ça reste la base la plus compacte et normalement la plus dynamique. Donc c'est ce qui se fait de plus sportif, hors série ultra limitée et violente chez Aston Martin. En fait, c'est à mettre en face d'une 812 finalement. En utilisation, c'est à peu près, pour reprendre celle-ci par exemple, en roadster, c'est à peu près l'utilisation d'une 812 GTS, mais avec l'exclusivité d'une 812 Competition Aperta qu'on a juste à côté. Mais avec un prix qui n'a absolument rien à voir. Rien à voir. C'est quand même des voitures qui sont coûteuses, puisque là, on n'est pas loin de 600 000 €. Mais par rapport à une Competition Aperta qui, si elle était à vendre, coûterait 2,5 millions peut-être, 3 millions. 2 millions. Voilà, avec celle-ci a une configuration totalement hors norme. Celle-ci aussi, tu me diras, avec une couleur Q, avec plein d'options Q, du carbone partout, carbone vert. Il faudra qu'on montre parce que le carbone vert est absolument divin chez Aston Martin. Et donc, en fait, encore une fois, c'est un petit peu comparable à la gamme McLaren qui se compare à aucune autre gamme. Chez Aston Martin, sa gamme ne se compare pas vraiment aux gammes des concurrents. Voilà, parce que là, en fait, on est dans l'exclusivité d'une compétition, mais à un prix d'une 812 GTS classique. Donc, c'est vraiment surprenant. De toute façon, quand on sort de chez Porsche et de chez Ferrari, les séries limitées sont un peu dans un ventre mou, qui n'a rien à voir avec ce que les voitures proposent intrinsèquement, mais qui a tout à voir avec ce que les gens pensent de ces marques elles-mêmes. Les gens sont convaincus qu'en achetant une Ferrari, ils feront une bonne opération et une Porsche aussi. Ils en sont un peu moins sur McLaren et Aston Martin. Et du coup, tant mieux quelque part pour ceux qui les achètent vraiment, puisque pour l'exclusivité qu'ils en retirent et le prix qu'ils payent, ils font une bonne affaire. Ça, aujourd'hui, effectivement, ça vaut les deux plus de 500 000 €. Il y a 249 et 333 exemplaires et c'est des voitures qui ont été configurées à peu de choses près au prix où on les propose, alors qu'elles étaient presque intouchables par le commun des mortels au moment où elles ont été proposées à la vente. Donc effectivement, c'est quand même des autos qui sont extrêmement… Vous en croiserez quasiment jamais. Il fallait être sélectionné par Aston Martin. Il y a une présence. Elles ont une présence, ces voitures. Sérieusement, vraiment, c'est large, c'est costaud, c'est beau. Nous, en tout cas, on adore. Ça fait beaucoup de bruit. C'est un bruit étonnant d'ailleurs pour un V12. C'est un bruit assez évolutif qui a un petit moment dans le couple, un petit moment assez, assez clair. Un feulement. Un petit feulement. Un feulement, même au démarrage, qui me fait penser un peu à une LFA quand on démarre juste. Et après, dans les tours, ça part dans du rauque, finalement du rauque très Aston Martin, très V12. Voilà, mais c'est quand même vraiment étonnant, tout en étant dynamique et souple, juste ce qu'il faut. C'est d'ailleurs parfois ce qui a déçu les essayeurs, parce que les essayeurs pensaient, vu le côté ultra badass de cette voiture, pensaient mettre les fesses dans une voiture extrêmement radicale. Mais de toute façon, Aston Martin n'allait pas sortir une voiture radicale, ce n'est pas leur ADN. Enfin, tu me diras, ils ont sorti une GT12 à un moment donné. La GT12, c'était un gros craquage. C'était un gros craquage, donc finalement, c'est en dehors de la gamme Aston. Même si finalement, dans son utilisation, la GT12 aussi n'est pas une auto que tu vas emmener sur piste. C'est sûr. C'est un peu une extension moderne de la GT12 et pour le coup, effectivement, tu n'as plus la simple embrayage et tu as une boîte auto. Sinon, tu as quand même un énorme moteur sur le train arrière. Radical, mais tout en conservant une certaine souplesse
Et si en tout cas nous, on ne lui trouve pas de défaut à cette voiture parce qu'on sait à quoi s'attendre, on savait très bien que c'était une voiture polyvalente à mettre en face d'une 812 GTS pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Mais certains essayeurs ont vu en cette voiture la gamme radicale d'Aston Martin et ont trouvé ça peut-être un petit peu trop souple. Donc voilà. En tout cas, alors c'est vrai qu'après, on peut lui trouver quelques défauts. En suspension, ça talonne un peu, etc. Machin. Mais si on la prend pour ce qu'elle est, oui. C'est un formidable outil de voyage. Ça, c'est pour moi une GT incroyable et ça peut même s'utiliser tous les jours. Et une formidable alternative pour avoir à d'autres choses. Et c'est vrai qu'on parle du coût de développement de certaines voitures. Alors le V12, on le retrouve sur une autre base qui est la DBS, mais ce V12, donc, on ne le retrouvera plus. Mais toutes les pièces de carrosserie de cette voiture, je ne sais même pas laquelle est encore valable sur une V8. Je pense qu'aucune. Ah mais rien. C'est-à-dire que le capot, le pare-choc… La malle arrière, non sur laquelle on a posé l'aileron. Et encore, peut-être ça remonte. Je ne suis même pas sûr. Honnêtement, vraiment, tout a été pensé, tout a été développé de manière spécifique. Elle est sublime. Voilà, des configs très très cohérentes, à la fois sportives, à la fois chic. Cette peinture, c'est Aston Martin Racing 1959, donc c'est une peinture hommage. C'est vraiment une peinture qui équipait les voitures de course à l'époque. Je crois que celle qu'on appelle la DBR1, c'est ça DBR1, je crois, c'est ça, celle qui a fait Le Mans, était de cette couleur-là. Et là, on est sur un Viridian Green, qui est une couleur hors catalogue, Q, qu'on avait vu une fois sur une V12 Vantage seconde génération, donc une Vantage S, et dont on est tombé follement amoureux et qu'on a voulu une peinture répliquer. un peu plus vive, un peu plus sportive pour un coupé. Finalement, c'est plus cohérent. Le cabriolet est plus typé GT, grand tourisme, un peu cruising, alors que là, en coupé, on est plus sur une architecture, enfin en tout cas une version sportive. Et puis, quoi de mieux que ces deux autos pour passer sur l'extrême onction. Ah là, c'est notre petit bébé, notre jouet. V12, voilà. Je pense qu'on a dû l'apercevoir d'ailleurs sur quelques images. Passons donc sur la V12 Speedster. On y va. On a commencé sur un Speedster, on termine sur un Speedster. Exactement. Voilà, avec une transition parfaite après les deux V12. Et puis en fait, c'est le plus rare de tous les Speedsters. Ah ouais. Alors, ce qu'on a de plus rare, c'était effectivement la Pagani, puisque de toute façon, c'est de la micro-production. Ouais. Là, on est sur une voiture limitée à 88 exemplaires seulement. Encore une fois, chez Aston Martin, c'est numéroté, c'est pas une sur… Voilà, là, c'est le numéro 63, je crois, 69. précisément. 69, tu as raison, Ouais. 69. Petite connotation sympathique. Voilà. Et en fait, la précédente hypercar, en gros supercar chez Aston Martin, c'est la 177, limitée à 77 exemplaires. Finalement, là, ils sont passés à 88. Peut-être que la prochaine sera 99. Ouais. Voilà. Et effectivement, elle aussi, toute sold out dès que la voiture a été présentée, Ça, en c'est même sûr. temps que la Elva et que la Monza SP1 et SP2. Cette voiture donc reprend la motorisation des voitures qu'on a vues avant, c'est-à-dire un V12 biturbo qui développe 700 chevaux. Le dernier d'Aston Martin. On se répète, mais ça vaut la peine de le dire quand même. Ouais, ça vaut la peine de le dire, c'est quand même une maison majeure qui a fait ses lettres de noblesse avec le V12. En tout cas, pour ma part, toujours, ça a été le V12. L'Avant Quiche, la DBS, c'est quand même des noms majeurs qui ont impacté l'histoire de l'auto. Et en fait, c'est la fin qu'on va retrouver sous ce capot immense, ce nez de squale et encore une fois, cette aéro différente de ce qu'on trouve sur la V12. C'est là où on voit que le développement de chaque voiture est particulier. On retrouve effectivement des similitudes entre ces voitures, mais celle-ci, regardez ces ouïes, ce capot, ces aérations. Elle n'a rien à voir avec une autre voiture de la gamme. Quoi. Et ça fait mal au crâne comme auto. C'est plat tout en étant agressif, avec des appendices juste ce qu'il faut. C'est impressionnant, on dirait une sorte d'avion, un fuselage taillé dans le vent, un peu comme l'était la Elva d'ailleurs, mais dans un autre registre. Et ça fait un peu jet fighter aussi. Voilà, ça fait, normal que ce soit aviation. C'est clair. Normal que ce soit un autre registre parce que évidemment l'architecture n'a rien à voir. Gros V12, moteur avant, la Elva là-bas, le V8 biturbo, centrale arrière. Et en tout cas, on trouve que la Elva est plus typée sport, comme on vous l'a dit. Celle-ci a une dose d'élégance supplémentaire. Esthétiquement,
typique Aston Martin. Dans les carcans esthétiques habituels, il faut bien dire que cette auto est quand même peut-être plus réussie esthétiquement que l'autre, sans enlever les qualités effectivement de soufflerie, de développement et de performance. Mais là, c'est autre chose. Il y a un équilibre. Aston. Il y a un équilibre de proportion. C'est vrai que sur la Elva, l'habitacle, il est vachement avancé. Du coup, ça fait un arrière assez gros. Disproportionné un peu. Là, la Elva, c'est surprenant. C'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Là, tes yeux sont un petit peu moins choqués, tout en étant choqués par le truc. C'est quand même dingue. Ouais. Et là, à nouveau, il faut se projeter sur le niveau de détail et de finition. Cette voiture a été développée avec la compagnie aérienne, je crois que c'est Boeing, sur certaines pièces, notamment ce bridge central, ces rétroviseurs spécifiques. Il y a beaucoup de pièces qu'on ne retrouve pas dans d'autres autos de la gamme et des matériaux spécifiques. Ça, par exemple, c'est une option. Alors, ça n'est pas il faut le rajouter. Ça vaut 4 000 €, je crois. C'est du plexi. C'est assez utile. On est allé se promener avec. C'est quand même assez utile. Honnêtement, c'est effectivement assez utile. Cette édition-là spécifique, en plus, est une édition Top Gun. Alors, il y a plein de gens qui disent, mais pourquoi Top Gun? On ne la voit pas dans le film. Alors, effectivement, on ne la voit pas dans le film. C'est bien dommage. Je pense qu'elle vaudrait 3 millions, du coup, à l'heure actuelle, vu le succès du film. Le film a été décalé à cause du Covid. Mais cette voiture est sortie exactement au moment où devait sortir le film. Et c'est une édition Top Gun parce qu'elle a un rapport avec l'aviation, étant donné qu'il y a des pièces qui ont été développées conjointement. Et donc, je pense que dans l'imaginaire collectif, le film le plus connu au niveau de l'aviation, c'est évidemment Top Gun. Donc, Aston Martin a fait un partenariat avec le film. Et cette édition-là est une Maverick édition. Donc, la couleur, c'est Maverick. Vous avez des avions qui sont peints dans la teinte. Tout ça est peint, des petits détails peints des détails ici, bleus. Dans le vernis, c'est magnifique. Là, c'est marqué Captain Pete Mitchell, Maverick. Donc, c'est très clair. Tout ce qui est 70 ans Patrouille de France, c'est parce qu'ils ont tellement adoré la voiture qu'on leur a demandé de coller les stickers. Ils ont tous fait une photo autour de la voiture parce que c'est formidable. Et effectivement, sur le seuil de porte, il y a vraiment l'identité Top Gun avec l'avion, le logo Top Gun. Et puis on voit tout, la découpe de porte, les finitions. Tout est incroyable. On dirait une grosse baignoire de carbone dans laquelle on se glisse. C'est même plus pratique qu'une baignoire puisqu'il y a quand même des portes pour rentrer dedans. C'est quand même vachement bien. Mais c'est vraiment un habitacle. Pareil avec des commodos et des boutons exclusifs réservés à cette voiture, développés en tout cas sur cette voiture. Comme à chaque fois, on découvre des choses sur ces toutes petites séries. Parce que justement, comme le disait Silver tout à l'heure sur la Elva, ils ne cherchent pas à faire des économies d'échelle sur ces voitures-là. Ils inventent des nouveaux trucs. Et justement, c'est des délires d'ingénieurs. Ils sont contents de pouvoir faire ça. D'habitude, en fait, par exemple, le réglage des rétroviseurs sur les Aston Martin se situe sur la porte. Étant donné que toute la porte est en carbone avec des morceaux d'alu spécifiques, elle est perforée, elle est vraiment sublime cette porte. Ajourée pour les enceintes. Du coup, ils ont développé un système tactile. Et effectivement, à l'arrière, pour continuer. Le clou du spectacle, c'est un petit détail, mais c'est quand même absolument génial. Bon, déjà, ce capot qui est tout en carbone, cette pièce-là, il est beau d'en haut, mais il est aussi magnifique d'en dessous. C'est superbe avec les petits vérins. Et alors le fait d'avoir voulu garder ça ouvert, pour montrer les casques, pour montrer les casques en dessous, le détail. Bon, c'est un peu le bazar dans le coffre, mais surtout ces casques, ils sont uniques, faits sur mesure, avec écrit Maverick dessus. Ils sont bleu nuit. Bleu nuit, c'est très très joli. Et en plus, on a de la chance, ils sont à notre taille. Ils sont à notre taille. On ira faire un tour avec. Taille. Et comme d'hab, les logos donc avec le drapeau américain. Et comme d'hab, je voulais parler de l'échappement qui est échappement titane. Alors, il faut le savoir sur les speedsters, qu'on soit sur une Monza, qu'on soit sur une Elva ou qu'on soit sur une Aston Speedster, de toute manière, à partir de 80-90 km/h, on n'entend que dalle. On n'entend même pas son passager. Au bout d'un moment, vraiment, c'est le vent. C'est comme en moto. Parce que de toute façon, c'est un peu des motos posées sur la route, sauf qu'on est assis confortablement. Et effectivement, on a quand même un univers qui est plus sécurisant que sur une moto. Mais par contre, l'impression est la même. On a la tête en dehors, on a les épaules qui sont au niveau des portes. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de pare-brise. C'est hors norme comme expérience. Et finalement, est-ce que c'est pas, en tout cas, nous, on a eu cette réflexion avec certains de nos clients qui sont venus voir cette voiture et la Elva. Et puis, en fait, est-ce que c'est pas l'utilisation parfaite d'une voiture rare et chère? Parce qu'en fait, c'est que du plaisir. Que du plaisir, extrêmement exclusif. Effectivement, il faut la sortir quand il fait beau, il faut la sortir sur une petite route sympa. Ça ne se sort pas facilement, mais de toute façon, toutes les supercars et hypercars ne se sortent pas facilement. Donc, tant qu'à faire, autant avoir un truc complètement barjot. Complètement débridé, complètement et là, sans limite. C'est complètement barjot. Ça s'adresse à des gens. On a un client l'autre jour qui est venu la voir, qui est un client qui est fan
des Cobras. Plusieurs fois, il est venu voir des Cobras ici. Il aimerait avoir une Cobra un jour. Est-ce que ça, c'est pas finalement le summum de cette philosophie d'une Cobra avec un gros moteur, un gros bruit, une utilisation très exclusive parce que ça gougloute, hein, ça enronne, voilà, au rentrée de rapport, on l'entend. Un gros caractère. Et du coup, une voiture qu'on ne sort pas souvent, mais à chaque fois qu'on la sort, elle change tout. Ça fait exploser de plaisir en fait. Ça, c'est un game changer, quoi. C'est vraiment une voiture, quand on la voit, elle est dans une autre sphère. Et pour le coup, ce qui ne la situe pas dans une autre sphère, c'est quand même son tarif. On l'a répété plusieurs fois à des gens. Les gens, quand ils voyaient cette auto, ils se disaient que ça valait 2,5 millions. Parce que l'exclusivité, la ligne, le look. La rareté. La rareté. 88 exemplaires dans le monde. Je veux dire, hallucinant. Ça se compte sur les doigts d'une main, je pense, les autos aussi rares dans la production moderne. Et cette voiture-là, ça vaut 1,2 million TTC, ce qui… Et encore, c'est l'une des moins chères d'Europe. C'est une des moins chères d'Europe. Les autres sont plus chères. Alors que c'est une édition Maverick, donc ça vaut 100 000 € déjà, l'édition Maverick. Je pense que sur les 80, il y a dû en avoir moins d'une dizaine. Cette voiture-là est extrêmement bien placée vis-à-vis du reste du marché des voitures similaires. Une Monza, comme on l'a dit précédemment, ça vaut 3 millions, 3,5 millions. Une Elva, ça vaut 2 millions d'euros. Et ça vaut 1,2 million TTC, c'est-à-dire qu'avec les 800 000 € restants qui vous restent de la Elva, vous pouvez vous acheter une maison. Donc, ou alors 2 ou 3 autres voitures. C'est vrai. Et c'est dire à quel point quand même cette voiture, vous en avez pour votre argent. Je veux dire, c'est fou. En fait, là, tu les compares en plus à ces vraies concurrentes. Mais quand on les compare à des voitures finalement rares, une 599 GTO vaut à peu près ce prix-là. Une F12 TDF vaut plus cher que ça, alors que c'est des voitures qui… Non, c'est pas la même gamme. C'est des voitures fabuleuses, mais c'est pas du tout la même gamme, c'est pas du tout le même plaisir, c'est pas du tout… Ça, c'est des voitures qu'on verra dans 10-15 ans à des concours d'élégance, à Pebble Beach, à la Villa d'Est. Une SLR Stirling Moss, du coup, je repars sur repars sur un truc qui est un speedster. Une SLR Stirling Moss, aujourd'hui, vous n'avez rien à moins de 3,5 millions. Et c'est peut-être une de celles… c'est peut-être 4. C'est une de celles qui nous a marqué. Ça vient de chez Mercedes, qui est une marque à la base généraliste. Et quand même, le prix est stratosphérique. Je veux dire, ça, il n'y a aucune espèce de raison. Et pourtant, on ne vend pas des produits financiers, mais c'est une incohérence de marché absolue. C'est une voiture en plus qui est facile à rouler, facile à utiliser. On allait se balader, on allait faire le plein et tout. Nous, ce qu'on aime bien, c'est pas, effectivement, pour reprendre tes termes, ce qu'on aime bien, c'est pas proposer des investissements à nos clients, puisqu'en fait, on est capable d'analyser. On ne peut rien garantir. Par contre, on analyse ce genre de choses. L'instant T où il faut acheter une voiture parce qu'elle est un peu délaissée, un peu oubliée. On en parlait tout à l'heure sur la Ford GT. Ça a déjà pas mal monté, mais je pense qu'elle en a encore un peu sous le pied. Il y a beaucoup de voitures comme ça qu'on aime non pas découvrir, mais redécouvrir avec un aspect marché. Et on est là pour ça, on est là pour conseiller nos clients. Les clients viennent ici pour avoir… Alors parfois, ils ont des idées bien précises, mais très souvent, ils nous demandent notre avis, ils nous demandent ce qu'on en pense. Et on adore les guider sur des produits comme ça. Ou moindre d'ailleurs, parce que là on parle évidemment d'un truc complètement hors norme, d'un truc extrêmement cher, bien sûr, mais finalement pour ce que c'est, pas très cher. Donc on prend du plaisir à faire découvrir ces choses-là à nos clients pour qu'ensuite ils aient du plaisir eux et même très souvent qu'ils nous remercient plus tard. Exactement, parce que encore une fois, on est capable vis-à-vis des marchés sur plusieurs dizaines d'années, de comparer quels ont été les produits qui ont marché et qui n'ont pas marché. Alors, beaucoup de gens disent d'Aston Martin que c'est une marque qui financièrement a moins d'ossature, évidemment, que Ferrari, que Porsche, qui est plus stable, qui a un marché qui peut être un peu délicat. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Mais du coup, ça très bien. Mais du coup, parce que l'histoire d'Aston Martin a toujours été comme ça. Mais bien sûr. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Aston Martin, ça a toujours été à moitié en banqueroute, racheté, remonté, redescendu. C'est toujours là. Et c'est une des marques les plus fortes dans le monde. Et aujourd'hui, qu'ils sortent un produit aussi rare, bien fini, fiable, parce que Aston Martin, c'est fiable, une voiture qui soit aussi exceptionnelle en termes de ligne, à un tarif qui, finalement, certes, est énorme pour le commun des mortels, mais vis-à-vis de ce que ça représente, est très cohérent. Pour nous, c'est… Voilà, nous, marchands, avons jeté notre dévolu sur une voiture comme ça. On a porté le risque avec notre trésor, cette voiture est en stock. Et pour le coup, ce n'est pas la seule, la Roadster aussi est en stock, mais c'est une voiture qu'on a décidé d'acheter parce qu'on y croit. Et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls et que des gens vont ouvrir les yeux. Et quand ils les ouvriront peut-être dans 2-3 ans, là, il sera trop tard.
4 ans et ça vaudra bien plus cher que ce que ça vaut De toute aujourd'hui. façon, c'est un délire d'ingénieur et c'est surtout un délire de passion. Mais moi, j'ai ces envie de voitures-là. partir et de rentrer chez moi Voilà. avec. On est allé avec Silver, on est allé se promener un peu. Mais Au bout de vraiment, 3 il faut minutes, assumer, il faut se faire plaisir. au bout de 3 minutes, on avait une banane jusqu'aux oreilles. On était hilar. On se marrait, on parlait même plus. De toute façon, on ne peut pas parler vu qu'on ne s'entend pas. On y allait sans casque, juste avec des petites lunettes. Et en fait, c'est inoubliable. On l'a fait que 10 minutes ensemble. Et les gens c'est inoubliable. hallucinent. Mais moi, je rêverais de me balader sans toucher les 150 km/h ou 200 km/h. On pourrait le faire avec le casque et je pense que c'est top. Sur l'autoroute, je me vois bien rouler là-dedans. Putain, les débiles. Ouais. C'est énorme. Mais ne serait-ce que se balader dans une belle ville, avec une belle architecture, avec un objet aussi beau, c'est tout un lifestyle. C'est tout. Ouais. Je sais pas, c'est toute une. Ça crée un état d'esprit, ça crée une émotion en fait, parce que ces voitures-là, il ne faut pas se mentir, elles sont totalement hors normes. Au même titre qu'une peinture, encore une fois, au même titre que certaines montres ou que certains bâtiments. Voilà, je ne sais pas, ça fait partie de la même gamme pour moi. C'est Quand vous êtes propriétaire de ça, vous vous ressentez hors norme, vous aussi. Spécial, ouais. Vous êtes spécial au volant d'une voiture comme ça. C'est un ressenti qui est exceptionnel, Moi, qui j'adore l'est d'autant plus quand on est passionné et qu'on aime ces voitures-là. Moi, vraiment, Silver le sait, je suis fan de cette gamme-là. J'aime énormément la Monza. Je trouve que c'est l'un des plus beaux coups de crayon de ces dernières années. Je reproche à la Monza d'être trop proche en bruit, en caractère, en comportement d'une 812 GTS, puisque c'est la même base. Une Elva, par exemple, est un produit 100% exclusif. Ça reprend beaucoup d'éléments, à la fois de la V12, à la fois de la DBS Superleggera, mais je trouve que c'est un côté un peu plus exclusif, un peu plus unique dans la gamme. C'est un peu plus léger, donc du coup, mais en tout cas, moi qui suis… certains de nos followers ou des amis nous disent parfois « est-ce que tu n'es pas blasé de ce que tu fais ?» tout ça. En fait, moi, je remercie les constructeurs qui se sont lancés là-dedans. Je les remercie parce que c'est un truc hors norme. C'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant sur les gammes parce que c'est vrai que c'est souvent les concours d'une marque à une autre. Ouais, il sort une série limitée, lui aussi il en sort une et truc et machin. Et finalement, c'est pas toujours pareil, mais c'est attendu. Voilà, une Pista quand elle est sortie, on l'attendait. Une spéciale quand elle est sortie, une Pista Spider, on l'attendait. Il y a plein de produits qu'on attend, voilà, d'une gamme à une autre. Ça, quand ils ont sorti ça, tout le monde a halluciné. Et même nous, qui pouvons avoir un côté, on ne l'est pas, hein, pas du tout, mais qui pouvons être blasés par certains produits ou par certains procédés marketing, souvent d'ailleurs. Ouais. Là, quand ils ont sorti ça, moi, ça m'a foutu une énorme claque et je rêvais d'en conduire une. Et ben voilà, c'est chose faite. Et évidemment, c'est pour terminer. Ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, on en est bien conscient et tous ceux qui nous regardent, on ne promeut pas que les autos à 1 million d'euros, simplement on est là pour vous montrer ce que fait dans l'automobile, ce qui se fait de mieux. Ouais. Et aujourd'hui, si quelqu'un peut se permettre de dépenser effectivement 1 200 000 euros dans une voiture comme celle-ci, ce qu'il en retiendra ou ce qu'il en obtiendra, c'est des moments qui n'existent pas. C'est une expérience qui n'existe quasiment pas. C'est unique au monde. Ouais. Et vous vivez ce que 88 personnes, 87 autres personnes dans le monde, c'est dingue, vont vivre. Et je pense que même, je sais pas, moi je pense toujours aux gamins qu'on croise sur la route. Avec ça. Parce que nous, on a été gamins, évidemment comme tout le monde, mais on a été gamins passionnés de voitures. Franchement. Gamin frustré. Frustré, mais je courais après des 996 4S. Ouais. Je courais après des. C'est vrai. Sérieux, je courais après des caisses, des Maserati 3002, 4002. Ouais. C'était déjà. Mais si gamin, j'avais croisé un truc pareil, je pense que ça m'aurait scié les jambes. Ouais. Et on peut en plus faire vivre des trucs pareils à des gens qui aiment l'automobile. C'est génial. Voilà. Je suis bien content d'avoir fini sur celle-là. Ouais. J'espère que ce sera une belle conclusion. On en a mis une belle dose. Ouais, une belle dose. Mais en même temps, je pense qu'on pourrait parler encore un peu, mais bon, on va se calmer. On le fera certainement sur un essai. Vous êtes nombreux à nous dire que nos vidéos sont trop longues. Désolé. Voilà. Mais alors, il y en a certains aussi qui disent que finalement, ça se passe plutôt bien, qu'on peut le faire en plusieurs fois et que tout ce qu'on dit est à peu près intéressant, même si on se répète, je pense, de temps à autre. Souvent. Sachez que Pierre et moi, on n'a pas de feuille de route. On ne prépare pas, c'est pas préparé. à long terme. On n'a pas, tiens, on va dire ça, on va dire ci, on va dire machin. On se lance et on vous parle tel que on vous parlerait si vous étiez là. Donc, c'est exactement de la même manière. Et c'est surtout à notre ami Jordan qu'il faut tirer notre chapeau parce qu'il coupe et quand même, il monte pas mal. Ouais. Donc, il y passe du temps. Donc, on essaie de faire au mieux. Il y a encore 50 autres voitures sur lesquelles on pourrait vous parler, mais on a décidé de vous montrer
ce qui aujourd'hui était notre plus beau line-up jusqu'au début de l'histoire de Moteur Essence. Ah oui, ça c'est sûr. Mais j'aime bien ces vidéos de tour de stock parce que beaucoup de gens nous demandent s'ils peuvent venir visiter, etc. Ça permet, comme le disait Silver, à des gens qui n'entrent pas ici de voir de plus près et surtout, ça permet de voir comment on est avec nos clients. Parce qu'en fait, ce qu'on raconte là, tout ce qu'on vous a raconté, c'est des choses qu'on raconte à nos clients quand on les reçoit sur ces voitures. Donc, c'est vraiment en totale transparence. Vous voyez ce qu'on connaît sur les produits, vous voyez ce qu'on aime sur les produits et ça permet à tous ces gens qui n'entrent pas chez nous, désolé, effectivement, c'est uniquement sur rendez-vous. Vous êtes très nombreux sur Instagram à nous le demander tous les jours. Mais voilà, là, vous avez un peu votre rendez-vous chez Moteur Essence avec des commerciaux qui veulent vendre des voitures. Exactement. Voilà, avec passion, bien entendu, et avec explication un peu poussée parce qu'on les aime trop. Ce serait dommage de rester en surface quand même, je veux dire, avec des trucs pareils. Voilà. Bon, c'est la fin de ce tour de stock numéro 2. Ça a été long entre le numéro 1 et le numéro 2, mais pour le coup, ça valait le coup d'attendre parce que là, on avait quand même un line-up de fou. On ne peut pas vous garantir le même line-up pour la prochaine. On fera peut-être des voitures un peu plus modestes. Exact. Mais en tout cas, n'hésitez pas, on vous le disait en préambule, à vous abonner, à liker si vous aimez, à commenter. Il y a souvent beaucoup de commentaires qui sont d'ailleurs assez instructifs et qui sont sympas. Sachez qu'on Merci. On répond à la plupart des commentaires, donc voilà, n'hésitez pas, on lit tout, on regarde tout. Et puis rendez-vous sur nos prochaines vidéos YouTube qui seront des essais. Voilà. Et on reparlera en détail de quelques-unes des voitures dont on vous a parlé aujourd'hui. À bientôt, merci beaucoup. À très bientôt, puis, merci de nous suivre. Bonne route.